Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro International. Nous avons assisté ces dernières semaines et ces derniers jours à une brusque accélération de l'histoire dans le Caucase avec l'offensive éclair menée par l'Azerbaïdjan contre l'enclave arménienne du Haut-Karabakh, la prise de contrôle total de cette enclave et maintenant la fuite, l'exode de la quasi-totalité de la population arménienne du Haut-Karabakh. Alors est-ce la fin de l'histoire? Est-ce la fin de la présence arménienne dans cette république d'Artsakh autodissoute? Y a-t-il un risque de guerre généralisée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan? À quoi jouent les puissances régionales dans cette partie du Caucase? Nous en parlons dans un instant avec mes invités. Anna Leyloyan Yekmalian, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes historienne de l'art, maître de conférences à l'INALCO, directrice de la Maison des étudiants arméniens de la Cité universitaire internationale. Vous êtes une experte du patrimoine arménien, notamment religieux. Vous êtes cofondatrice et codirectrice de la plateforme académique Monuments Watch, qui surveille l'état des monuments de l'Artsakh, enfin du Haut-Karabakh. Et vous avez publié en 2002 un joli livre pour enfants, 15 contes d'Arménie, qui est une traduction et une adaptation de contes populaires arméniens. Vincent Duclerc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, enseignant-chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste des processus génocidaires. Vous avez écrit abondamment sur l'affaire Dreyfus et vous avez notamment présidé la commission de recherche sur le rôle de la France dans le génocide au Rwanda. Vous vous intéressez aussi à l'Arménie depuis une vingtaine d'années et vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le sujet. Je vais citer La France face au génocide des Arméniens en 2015 chez Fayard, Comprendre le génocide des Arméniens, écrit avec Amit Bozarslan et Raymond Kevorkian en 2022 chez Talandier. Et puis vous sortez le 6 octobre ce petit livre très dense, très intense, Arménie, un génocide sans fin et le monde qui s'éteint, qui paraît aux belles lettres. Patrick Saint-Paul, bonsoir. Bonsoir Philippe. Vous êtes rédacteur en chef du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, Berlin et Pékin, pardon. Et vous revenez d'Arménie, où vous avez couvert les événements récents, la chute du Haut-Karabakh aux mains de l'Azerbaïdjan et l'exode des Arméniens. Elisabeth Pierson, bonsoir. Vous êtes journaliste à la rédaction Internet du Figaro et vous aussi, vous êtes rendu récemment en Arménie, notamment pour des reportages qui ont été publiés dans le Figaro Magazine. Alors, je voudrais qu'on commence par la question de la fin de la présence arménienne dans le Haut-Karabakh. On va voir une carte. On va voir comment cette région était enclavée dans le territoire azerbaïdjanais. On parle de 100 000 départs sur 120 000 habitants. Donc, pour vous, Anna Leyloyan, c'est la fin de la présence arménienne au Karabakh? Il est très difficile de dire que c'est la fin définitive, mais à cette étape d'histoire, oui. Et c'est la première fois de l'histoire que les Arméniens quittent comme ça leur terre ancestrale. Mais dans cette région-là, dans cette région-là. En Anatolie, oui, je parle de la région de Artsakh. Oui. C'est-à-dire, on parlait de l'Artsakh, bien entendu. On a connu d'autres exodes. Alors l'Artsakh, on explique juste en un mot, c'est le nom que donnent les Arméniens à la République autonome du Haut-Karabakh. C'est-à-dire, l'Artsakh, c'est le nom ancien de la région de l'Arménie historique, qu'avec l'indépendance, les Arméniens, ils ont repris le nom ancien pour remplacer le mot Haut-Karabakh, qui était une traduction. Voilà. D'accord. Vincent Duclerc, pour vous, cet exode massif, est-ce qu'il s'inscrit dans un long processus génocidaire qui viserait les Arméniens? Oui, je le pense, et j'essaie de le démontrer en fait, dans le livre que vous avez mentionné. L'histoire du peuple arménien, c'est l'histoire d'une destruction intentionnelle en 1915, on le sait, et donc effectivement d'une exode sans retour, et on l'a bien vu. Les Arméniens de Haut-Karabakh qui fuient savent qu'ils ne reviendront pas. Donc il y a effectivement la conscience qu'il y a effectivement pour eux une fin de l'histoire. Maintenant,
l'histoire du peuple arménien, c'est aussi l'histoire d'une grande résistance, notamment par rapport au livre. Et c'est très intéressant de rappeler que, voilà, écrire les contes, c'est déjà redonner l'identité. Donc c'est très important, on pourra peut-être s'y intéresser. Mais en tout cas, si on prend simplement ce qui s'est passé depuis 2020, c'est-à-dire la guerre, effectivement, menée par la dernière guerre, qui était très bien couverte, je tiens à le dire ici, par vos correspondants, par Jean-Christophe Buisson. Aujourd'hui, effectivement, vous avez des reporters sur le terrain ou qui en reviennent. Enfin, il faut souligner quand même ce que ça représente pour une rédaction, et je tiens vraiment à féliciter le Figaro pour cela. On a vu en 2020 une guerre d'agression extrêmement brutale, avec des crimes de guerre. Oui. Et puis depuis, et ça serait important, depuis décembre 2022, un blocus. Et ce blocus qui vise à affamer une population, on l'a vu sur les photographies. Oui. Qui a duré 9 mois, depuis décembre dernier. Et ça, je veux dire... Moi, je l'ai exposé. L'ancien procureur général de la CPI, Ocampo, l'a aussi exposé dans un rapport indépendant. Ça rentre dans l'article 2 de la Convention sur les crimes de génocide. Et si effectivement les Arméniens de Haut-Karabakh ont fui en masse après l'ouverture du feu, donc il y a 15 jours, c'est parce qu'ils savaient, je veux dire, ce qui allait impliquer pour eux, donc avec l'occupation de l'Azerbaïdjan, de l'enclave, de la République autonome. Et donc ils ont fui, donc techniquement, et je termine là-dessus, en fait, cette épuration ethnique, techniquement, elle est parfaitement réussie parce qu'on n'est même pas obligé, l'agresseur n'est pas obligé de forcer une population. La peur suffit. La peur suffit, la terreur. La peur qui est nourrie des massacres passés. Et de ce blocus. Et ce blocus qui visait, je veux dire, à la destruction d'un peuple par la faim. Patrick Saint-Paul, vous étiez donc à Gori au moment où arrivaient les premiers réfugiés du Haut-Karabakh. C'était des gens qui partaient sans retour ? Oui, je leur ai posé la question et la plupart d'entre eux... alors, il y a toujours une minorité de gens qui disent on va aller manifester contre le gouvernement de Pachinian à Erevan, renverser le gouvernement et revenir se battre parce qu'ils sont persuadés d'avoir été trahis par le gouvernement arménien. Oui. Mais quand même, l'écrasante majorité disait que c'était un départ sans retour, y compris une vieille femme qui racontait qu'elle abandonnait la tombe de son époux et qu'elle irait se faire enterrée ailleurs et qu'elle ne retrouvera jamais son mari. Donc ils avaient quand même conscience que c'était un départ sans retour. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on ne les a pas poussés dehors. Il n'y a pas eu des bus pour les déporter, il n'y a pas eu... et c'est les conséquences de ces 9 mois de blocus où vraiment ça a été traumatisant, où il y avait des pénuries de tout, au-delà de l'essence, des médicaments, c'était compliqué pour s'alimenter. Oui. Là, les derniers jours, à Stepanakert, il y a un tas de gens qui faisaient la cuisine dans la rue avec des feux de bois, avec le peu qu'ils trouvaient, il n'y avait plus de farine, il n'y avait plus rien en gros. Et donc ça, plus ensuite les combats, les bombardements, les gens ont été poussés dehors par la peur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au barrage, moi je demandais aux gens qui sortaient, mais alors les soldats azéris, parce qu'il y a un dernier checkpoint avant de sortir quand même, qu'est-ce qu'ils vous disaient en sortant? Et ils n'étaient même pas menaçants en fait, ils leur disaient pas partez, ne revenez jamais, ils leur disaient pourquoi est-ce que vous en allez? Comment se passait la cohabitation avec les Azéris dans l'Artsakh dans les années 90 et est-ce que vous reviendrez un jour? Et en fait, eux prennent tout ça pour des questions très insidieuses qui veulent dire, qui sont menaçantes. Et certainement, elles le sont d'une certaine façon, puisque dans les négociations qui ont eu lieu entre les Azéris et le gouvernement séparatiste de l'Artsakh, des garanties de sécurité ont été réclamées pour les civils et les Azéris ont systématiquement refusé de donner ces garanties. Donc, s'ils avaient une peur, elle était fondée, ils sont partis pour une peur qui était fondée. Elisabeth Pierson, vous étiez là-bas en Arménie et sur la frontière avec l'Azerbaïdjan juste avant la dernière offensive azerbaïdjanaise. Les soldats, les civils sur la ligne de frontière s'y attendaient, ils pensaient que ça allait venir ou bien... Ils s'y attendaient complètement et en plus j'y étais avant les gros mouvements de troupes qu'on a vus une semaine avant l'attaque, mais avant ça même, tous les civils que j'ai interrogés dans différents villages qui ne se sont pas concertés, tous m'ont dit d'un jour à l'autre l'attaque va venir. Et en fait ce qui était assez frappant, c'est que tous m'ont dit aussi que ce soit les soldats sur les checkpoints qui faisaient face aux
aux gardes-frontières azéris ou les villageois eux-mêmes me disaient tous, ça fait 2 ans depuis la fin de la guerre du Haut-Karabakh qu'on est dans cette espèce d'entre-deux avec les postes azéris qui sont en face de nous, quelquefois qui grignotent des bouts de territoire arménien qui sont vraiment à nos portes. On peut les voir de nos fenêtres. Et cette situation est plus tenable et on préfère que la guerre éclate. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression d'être plutôt dans un entre-deux-guerres que dans un après-guerre. Exactement. Et d'être dans une situation qui devenait insoutenable, vraiment. Mm-hmm. Je voudrais qu'on écoute l'ambassadrice à Paris de l'Azerbaïdjan qui a parlé ce matin sur France Info et qui affirme qu'il n'y a eu aucune pression pour faire partir les Arméniens. Écoutons-la, on réagira après. Bien sûr que ce sont des faits. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Ce sont des gens qui ont décidé volontairement de ne pas continuer à habiter dans la région de Karabakh de l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'ils avaient le choix, vraiment? Est-ce qu'ils avaient le choix, ces gens qui sont en train de fuir? Parce que le gouvernement de l'Azerbaïdjan leur a proposé de ne pas quitter leur lieu de résidence. Le gouvernement de l'Azerbaïdjan a dit qu'ils vont garantir tous les droits, libertés et sécurité, toutes les populations de l'Azerbaïdjan, y compris les minorités arméniennes qui habitent en région de Karabakh. Cette peur qui a suffi apparemment à faire partir la quasi-totalité de la population arménienne du Haut-Karabakh, elle est nourrie de quoi? Elle est nourrie d'une histoire terrible, en fait. Et d'une haine aussi, il faut le dire, entre les deux. Une histoire répétitive. Oui. C'est-à-dire, elle est nourrie d'une grande résistance des Arméniens depuis des siècles sur ce territoire-là. Je parle encore une fois de Artsakh, donc de l'Arménie, de cette région historique de l'Arménie, Artsakh. Donc, il y a eu une résistance depuis des siècles et jamais les Arméniens, ils ont quitté leur territoire ancestral. Mais tout à l'heure, vous nous disiez que vous n'étiez pas sûr que ce soit sans retour. Je ne suis pas sûre que l'histoire... Vous savez, on ne peut pas mettre un point dans l'histoire. On ne sait pas ce qui va se passer après. Mais vous êtes bien placé pour savoir que quand l'Azerbaïdjan prend le contrôle d'une région, il a tendance à effacer tout le patrimoine culturel ça, c'est le deuxième arménien. C'est-à-dire, là, c'est un processus génocidaire, ce qui s'est passé, et c'est surtout l'extermination physique où ils ont poussé les gens à l'exode. Vous voyez ? Maintenant, qu'est-ce qui vient après ? Après cela, on va effacer toutes les traces de la présence arménienne sur le territoire. Et tout ça, c'est documenté, c'est chiffré ? Bien sûr, c'est chiffré. C'est-à-dire, ne serait-ce que le territoire qui était pris par l'Azerbaïdjan, vous voyez, c'est un tiers de la République d'Artsakh, qui a été prise par l'Azerbaïdjan en 2020, pardon. Donc, il avait 2000 monuments arméniens, donc chrétiens, qui étaient donc sur ce territoire-là. Ils ont commencé à effacer absolument tout. Les cimetières, tout d'abord, parce que c'est vraiment une présence populaire des Arméniens. Et c'est des registres des familles, d'existence d'une population qui a vécu depuis des siècles sur le territoire. Après, on a commencé à détruire et transformer les églises. Oui. Transformer en quoi? Transformer, ou en mosquée, non, pour le moment, où on détruit, où on les transforme en autre église chrétienne, c'est-à-dire en église albanaise de Caucase ou en église orthodoxe russe. La grande cathédrale de Chouchi est en train de restauration et ça sera apparemment une église orthodoxe russe. Donc vous voyez, c'est-à-dire on transforme la présence arménienne, on transforme le patrimoine arménien à un autre patrimoine qui n'appartient pas aux Arméniens. Parce que apparemment c'est très difficile d'effacer toute la trace, vous voyez, toutes les traces. Vincent Duclercq, pour vous, historien, de voir à quel point le poids de l'histoire a un impact immédiat sur la psychologie des gens, sur leur comportement aujourd'hui. Comment vous expliquez ça? Est-ce que l'histoire justifie la peur profonde qui a poussé tous ces gens à fuir le Haut-Karabakh ces derniers jours? Il est clair que là, l'histoire continue parce que les moyens mis en œuvre par la Turquie et l'Azerbaïdjan en 2020, lors de la Seconde Guerre, effectivement, qui va ébranler profondément, qui va réduire, je veux dire, le Haut-Karabakh à quelques districts, avec le couloir qui sera facilement, effectivement, fermé, la Chine, avec, il faut bien le dire... Figure sur la carte qu'on a montrée. La complicité des Russes. Normalement, les Russes étaient là pour garantir le couloir. Les Russes, effectivement, ont pris parti désormais pour l'Azerbaïdjan, c'est tout à fait clair. Et donc, en fait, ce qu'on observe, c'est ces moyens, effectivement, qui sont mis en œuvre par deux États pour qui la haine de l'Arménien est structurelle. Je veux dire, la Turquie
comme l'Azerbaïdjan, enfin les régimes plus exactement, se polarisent sur l'arménien ennemi intérieur, ennemi extérieur. Et peut-être, parce que la question est importante de savoir si c'est la fin de l'histoire et si plus jamais il y aura effectivement d'Arméniens au Haut-Karabakh et dans cette région. En fait, tout va dépendre au fond de l'évolution des régimes. C'est-à-dire que si effectivement l'Azerbaïdjan ou la Turquie se démocratise, là, tout peut changer, parce qu'on ne sera plus dans des visions, au fond, racialistes d'une race turque, d'une race azérie, donc pour qui l'arménien est vraiment un ennemi existentiel. Et moi, je tiens à dire quand même que ce n'est pas une question de guerre entre nations et civilisations. C'est-à-dire, la Turquie, à la fin des années 80, dirigée par Turgut Özal, à un moment donné, était prête à reconnaître le génocide des Arméniens. Parce qu'il y avait effectivement une libéralisation. Donc, la seule chance pour nous, c'est effectivement que, pour les Arméniens, mais aussi pour nous, c'est que le régime azerbaïdjanais évolue. Or, on voit bien qu'il n'évolue pas du tout, au contraire. Les rares opposants donc au président Aliyev, notamment ceux qui sont réfugiés en France, ont été victimes de tentatives d'assassinat extrêmement organisées, à tel point qu'aujourd'hui, ils sont protégés par la police française. Donc c'est, je veux dire, ce régime... C'est pas un régime démocratique. Ça, pas du tout, c'est un régime qui frise effectivement le totalitarisme. Donc aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus aucun espoir, je pense, mais effectivement, l'histoire n'est pas complètement écrite. Elisabeth Pierson, comment explique-t-on que les Arméniens qui avaient gagné la guerre de 1994 se soient finalement endormis sur leur laurier? D'abord, il faut bien souligner qu'il y a beaucoup aussi des centaines de milliers d'Azéris qui ont été chassés des territoires conquis par les Arméniens à l'époque. Mais il y avait clairement une supériorité militaire, puisque non seulement ils avaient contrôlé tout le Karabakh, mais aussi sept départements, on va dire, autour. Ils avaient donc réussi à créer une sorte de zone de tampon entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et il y a un effondrement entre-temps, dans les 10 ans qui suivent, 15 ans qui suivent, c'est vrai que de la puissance militaire arménienne. Comment ça s'explique? Le renversement du rapport de force est assez fascinant en 30 ans. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. La première serait l'isolement total de l'Arménie sur la scène internationale, qui petit à petit, l'Arménie a une géographie qui est quand même malchanceuse. Elle fait partie de l'OTSC, donc qui est cette organisation de traité de sécurité collective d'anciennes républiques soviétiques avec la Russie. L'Arménie a longtemps compté sur la Russie par cette alliance pour sa sécurité, et la Russie aujourd'hui regarde ailleurs, est occupée ailleurs. En Ukraine. Voilà, l'Arménie, en fait, 90% de son armement dépendait de la Russie. Et là, même des commandes qui ont été faites en 2020 ne sont toujours pas arrivées. L'état de l'armée, depuis la guerre de 2020, qui a déjà considérablement affaibli, n'a pas réussi à se renforcer. Mais alors, c'est dû à quoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de corruption dans les régimes au pouvoir à Yerevan. Historiquement, je pense qu'il y a eu beaucoup de corruption et que ça peut expliquer de manière structurelle la faiblesse de l'armée. Mais aujourd'hui, le fait est qu'elle n'a personne à qui acheter de l'armement. Aujourd'hui, elle n'a que l'Inde qui lui fournit des armes. L'Iran, c'est compliqué pour l'Arménie de se tourner vers l'Iran, sachant qu'elle s'aliénerait les Occidentaux. On expliquera à la fin le jeu régional qui est quand même très compliqué et un peu contre-intuitif. Mais juste pour rebondir sur ce que disait M. Duclerc tout à l'heure, ce qu'on voit la peur des Arméniens qui fuient le Haut-Karabakh aujourd'hui n'est pas que psychologique. Ce matin, l'ambassadrice azerbaïdjanaise sur le plateau de France Info parlait de fantasmes et de peur. Elle disait il faut arrêter le fantasme. Les Arméniens n'ont rien à craindre. Mais quand on voit ce qui traîne sur les réseaux sociaux azerbaïdjanais, sur les chaînes Telegram, auquel chacun de nous peut avoir accès. Dès qu'on a un compte Telegram, on peut s'ajouter sur les chaînes Telegram qui s'appellent le Patriote azerbaïdjanais, qui sont tenues par des soldats. On voit des vidéos qui sont vraiment trash, et sur les médias azerbaïdjanais, des médias d'État. De crimes de guerre. Crimes de guerre. On voit, je ne vais pas aller dans les détails, mais on voit des membres d'Arméniens qui sont brandis avec du sang. C'est extrêmement trash. Et ce sont des choses qui sont attestées, vérifiées d'aujourd'hui? Pour l'instant, on ne les a pas encore authentifiées, toutes ces vidéos qui tournent. En revanche, les médias azéris, c'est à l'accès de tous, rediffuse ces photos, accompagnées de textes en disant voilà, on se félicite de la reprise de notre souveraineté sur le Haut-Karabakh, on se félicite que bientôt les Azéris qui ont été chassés pendant la première guerre du Haut-Karabakh reviennent à... C'est quand même un peu étonnant que les réfugiés qui fuient cette zone
ne témoignent pas, eux, en direct, côté arménien, de crimes subis. Non, parce qu'ils racontent avoir été la cible indiscriminée de bombardements sur des zones civiles. Et d'ailleurs, quand on parle à l'ombudsman pour les droits de l'homme du Haut-Karabakh, lui n'évoque pas... alors, il parle d'un génocide, d'épuration ethnique, mais il ne parle pas de crimes de guerre. En fait, les chiffres qu'il donne, c'est sur les 200 personnes qui ont été tuées, il y a eu 10 civils tués. Il y avait à une époque 70 civils qui avaient disparu, qui étaient portés disparus, qu'on recherchait toujours. Oui. Et à la fin, en fait, sur les 70, il n'y avait que 3 qui sont morts et qui sont morts de crise cardiaque due à des bombardements. Donc, il y a certainement eu des exactions et peut-être des soldats dont les membres ont été brandis, etc., effectivement. Mais il n'y a pas eu, par exemple, des charniers à grande échelle avec des gens tués avec les mains attachées dans le dos, d'une balle dans la tête, des viols systématiques, comme ça a été le cas en Ukraine, en tout cas. Et en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas enregistré comme tel par ceux qui étaient chargés de surveiller les droits de l'homme dans la région. Alors, je reste avec vous, on en vient à la suite possible. Il y a cette grande peur d'une guerre généralisée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a d'autres revendications sur l'Arménie. Patrick, on va regarder la carte de nouveau. Oui, mais dans le sud de l'Arménie, en fait, ils ont des revendications historiques sur, comme on le voit sur la carte, il y a une enclave azerbaïdjanaise en Arménie, au sud de l'Arménie, qui s'appelle le Nakhichevan. Et donc entre les deux, entre le territoire de Azeri et cette enclave, il y a le sud de l'Arménie, la région du Syunik, et donc en réalité, ils ont des revendications sur tout le sud de l'Arménie. Alors, ce que réclame le président Aliyev depuis des années, c'est un corridor qui serait tout à fait au sud de l'Arménie, à la frontière avec l'Iran, pour relier, et qui serait sous autorité azerbaïdjanaise. Et c'est ce qui le Premier ministre Pachinian avait proposé, que ce corridor soit ouvert aux Azéris, mais sous souveraineté arménienne, il y a un refus net de la part d'Aliyev, de la part de Bakou, et donc il y a ce couloir qu'ils veulent faire tout à fait au sud, mais il y a des craintes aussi pour que le couloir soit fait plus haut et qu'il en profite pour manger tout le sud de la. Plus on va haut, plus il y a un goulot. En fait, il y a un endroit où il n'y a que 25 km qui séparent le Nakhichevan de l'Azerbaïdjan. Et s'ils coupent à cet endroit-là, ça coupe en fait tout le Syunik, et ça veut dire qu'ils annexent tout le Syunik et qu'ils font cette contiguïté territoriale dont rêve en fait à la fois l'Azerbaïdjan et la Turquie pour faire une grande zone turque. Est-ce que maintenant que l'attention internationale est portée sur cette région, est-ce que c'est crédible que le président Aliyev se lance dans cette seconde bataille, selon vous, Vincent Duclercq ? Oui, je pense que c'est tout à fait crédible. Je veux dire, l'Azerbaïdjan a conquis une grande puissance avec ce succès, technique, donc sur le Haut-Karabakh. Le fait aussi que le régime arménien, Pachinian, a compris qu'il n'avait aucune chance de gagner la guerre, donc il a refusé effectivement de soutenir donc la République autonome du Haut-Karabakh parce que c'était une cause perdue. Donc aujourd'hui, l'Arménie est en position de grande faiblesse et je dirais, est victime d'un isolement diplomatique absolument intense, effectivement, avec aucune possibilité, comme l'a très bien dit Elisabeth Pierson, d'armer, en fait, d'aider l'Arménie si des pays souhaitaient l'aider. Donc, il est bien probable que l'Azerbaïdjan obtienne, effectivement, ce corridor, grignote encore davantage la République d'Arménie. Et donc, au-delà de ça, moi, je pense que ce qui est très important, c'est de considérer que au fond, on retire aux Arméniens la capacité de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on leur dit, lorsque l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France dit à France Info, elle refuse de nommer Yerevan, par exemple. Donc ça veut dire que, finalement, les Arméniens n'existent plus au Caucase. Et ça, c'est quand même extrêmement troublant, et c'est un mécanisme génocidaire, c'est de briser, effectivement, chez les peuples, chez les personnes, une capacité de se projeter dans l'avenir. Donc on n'existe plus. Et là, moi, je suis très pessimiste, effectivement, sur le sort, au fond, en tout cas, de l'État arménien du Caucase.
Oui. Surtout que l'Azerbaïdjan est bien positionné aujourd'hui, c'est-à-dire dans le sud, ils ont déjà bien avancé sur le territoire arménien. Oui. Et donc, ils ont pris des positions et l'Arménie est très, très fragile dans ce sens-là et ils peuvent attaquer. Et d'ailleurs, les intentions de l'Azerbaïdjan ne se limitent pas au sud de l'Arménie. Il y a aussi le problème de lac de Sevan. C'est au nord, donc là aussi, les Azerbaïdjanais, c'est-à-dire l'armée azerbaïdjanaise avancé et ils ont aussi très bien positionné. Il y a d'ailleurs régulièrement des tirs de ce côté-là aussi. C'est-à-dire, c'est tout l'État arménien. Aujourd'hui, la souveraineté de l'Arménie qui est en jeu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, ils sont en train d'effacer toute une culture, toute une civilisation et ont placé leur... Donc, vous voyez, leur civilisation à la place. Pour aller dans votre sens, j'avais vu une étude américaine qui montrait qu'après le conflit de 1994, au Nakhitchevan, 98% du patrimoine arménien a été détruit. 108 églises et monastères et cimetières remplacés par des monuments nationalistes ou des mosquées. Exactement. Et même, vous savez, c'est-à-dire, on parle de destruction. Moi, je vais aller encore plus loin. C'est pas des destructions, ils ont rasé complètement. Un effacement. C'est un effacement vraiment de toute présence arménienne. Quand on pense qu'un cimetière de 10 000 khachkars, et les khachkars, ce sont des pierres tombales et en général les pierres commémoratives particulières de la culture arménienne ont été rasées entièrement. Aujourd'hui, il n'y a même pas de traces de ces khachkars, sauf quelques photos qui nous sont restées des chercheurs. Donc c'est pour cela d'ailleurs on fait ce travail de documentation maintenant sur les monuments de Haut-Karabakh, de Artsakh, pour pouvoir vraiment laisser les traces de toute cette histoire et de toute cette présence. Sachant ces périls, est-ce que vous en voulez, vous, en tant qu'Arménienne, au gouvernement de Nikol Pachinian, qui est donc le Premier ministre au pouvoir à Yerevan, d'avoir finalement fait une croix sur le Haut-Karabakh en espérant de la sorte sauver le reste de l'Arménie ? D'abord, est-ce que c'est un bon calcul, selon vous ? Je ne pense pas que c'est un bon calcul, mais moi, je pense aussi que ce n'est pas que le gouvernement de Nikol Pachinian, c'est-à-dire c'est une longue histoire. C'est pendant les 30 années de l'indépendance, on a fait pas mal d'erreurs, donc il faut qu'on arrive à assumer pour pouvoir changer le cours de l'histoire, parce que sinon, c'est impossible. Vincent Duclercq, la pire erreur, c'est d'avoir compté sur d'autres que soi-même, en fait. Les Russes, les Occidentaux. J'ai lu un auteur, un politologue arménien qui disait on a confondu l'amitié avec les relations internationales. Alors, c'est ça ? Bon, moi je pense quand même que il y a un engagement français quand même, hein, on le voit. Bon, effectivement, c'est du déclaratif. On va en parler, oui, mais quand même, je veux dire, là, la ministre des Affaires étrangères est à Yerevan. Elle est à Yerevan ce mardi. Le problème aussi, c'est que, je veux dire, vous ne pouvez pas être tout seul. C'est-à-dire que si la France agit seule et qu'elle est désavouée, finalement, elle perd aussi du crédit. Donc, il y a un moment dans la relation internationale où il faut savoir agir. Donc là, effectivement, clairement, ce n'est pas le moment d'agir pour l'Arménie, mais il y a une conscience. Aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas le moment d'agir pour l'Arménie ? Je veux dire, ce sera quand, alors ? Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'agir, je veux dire, de manière massive et déterminée, puisqu'on le voit bien, les Occidentaux sont très divisés. Donc, oui, mais s'il y a un risque de guerre généralisée, est-ce que justement, ce n'est pas une intervention internationale un peu coordonnée qui permettrait de... Oui, mais cette intervention internationale n'aura de réalité que si elle est portée par une conscience publique. Et du reste, c'est pour ça que je vous remercie de faire cette émission. Sans la pression de l'opinion publique internationale, on n'obtiendra pas effectivement un engagement des États. Mais cet engagement des États, s'il advient, peut effectivement permettre à l'Arménie de survivre. Moi, ce qui était dit là, de manière très importante, c'est que l'effacement de la civilisation arménienne au Caucase, c'est vraiment un élément du génocide. Je veux dire, Raphaël Lemkin, lorsqu'il prépare la Convention de 1948, considère en 1933 qu'il y a un crime de vandalisme, c'est-à-dire de détruire la culture. On sait bien que la culture, c'est ce qui permet aux peuples, aux identités d'exister. Oui. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut aussi se battre sur la préservation de la culture, sur tous ces éléments qui permettent de soutenir l'Arménie. Mais voilà, fondamentalement, je veux dire, Pachinian a fait ce qu'il a pu. Il n'a plus la protection des Russes, c'est très clairement. Il n'a pas, effectivement, comme ça a été très bien dit, de moyens d'armer efficacement donc ses forces militaires. Peut-être, effectivement, que si l'Azerbaïdjan attaque de manière
nette et massive le territoire de la République d'Arménie, là, il y aura peut-être une résistance. Voilà, on peut dire, au fond, Churchill a accepté de laisser, de rapatrier ses troupes à Dunkerque en 1940, mais pour justement faire des îles britanniques, je veux dire, un sanctuaire. Donc, je veux dire, rien n'est perdu. Elisabeth Pierson, ils vous ont paru aptes à résister, les soldats arméniens que vous avez vus sur la frontière ? On ne peut pas nier qu'ils ont une vraie force d'âme. En revanche, ce sont des hommes avec des armes qu'ils ont trouvées. En termes d'équipement, c'est pas ça. En termes d'équipement, c'est extrêmement pauvre. Ils sont en face de drones Bayraktar fournis par la Turquie. Ils ne font absolument pas le poids. Et l'Arménie n'a même pas de drone d'attaque. Elle a quelques drones de surveillance, mais aucun drone d'attaque. Et face aux drones, que peut l'homme ? Et Patrick Saint-Paul, vous aussi, vous avez été frappé par l'absence de préparatifs militaires. Moi, j'étais absolument frappé dans la région de Djermouk, où il y a un an, les forces azéries ont pénétré de 9 km à l'intérieur du territoire arménien. On voit aucune... sur les collines, on voit une position militaire arménienne, mais il n'y a pas de checkpoint arménien, il n'y a pas, comme dans tous les pays en guerre, de renforts qui arrivent. Genre, on ne voit pas sur les routes des camions militaires, des chars qui arrivent sur le front, etc. Et ils ont en face des positions azéries, ça n'a pas été miné. Et donc je demande aux militaires qui étaient responsables du poste pourquoi c'est pas miné. Ils disent mais vous voulez quand même pas qu'on mine notre propre territoire. Donc ils ont quand même un problème. Ces forces armées, ils sont pas tout à fait au standard de l'OTAN. Et pour revenir au problème des alliances, enfin de la raison pour laquelle les Européens sont un peu paralysés aussi, c'est qu'il y a quand même la question qu'on n'a pas évoquée, qui est celle du gaz. Oui. Justement, de l'Azerbaïdjan. On a renoncé à la dépendance au gaz russe et on parlait en permanence de la diplomatie du gaz de Vladimir Poutine, de l'arme du gaz de Vladimir Poutine, et Aliyev l'utilise exactement de la même façon. Et aujourd'hui, que les Européens sont dans une situation encore pire qu'au début de la guerre en Ukraine, où on voit qu'il y a de l'inflation partout, que la facture énergétique explose. Je veux dire, tous les dirigeants européens ont une seule idée en tête, c'est comment on contient la facture pour cet hiver. Et donc, avant l'hiver, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de sanction contre l'Azerbaïdjan jusqu'à présent, parce que la sanction porterait évidemment sur le gaz et la cessation des importations de gaz. Il pourrait y avoir des sanctions européennes, des sanctions à l'ONU, c'est improbable parce qu'il y a la Russie et la Chine qui mettront leur veto. Le gaz, on nous dit l'Europe est pieds et poings liés entre les mains du président Aliyev, mais apparemment c'est 2% des importations de l'Union européenne, le gaz azerbaïdjanais, non ? Il me semble. Oui. Et on peut même se demander si Poutine lui-même n'est pas plus dépendant que les Européens de l'Azerbaïdjan parce qu'il exporte désormais son gaz via l'Azerbaïdjan. Donc est-ce que tout ça, c'est pas des prétextes ? Oui, compris, on dit que les Européens achètent du gaz russe par le biais de Bakou, oui, évidemment. Exactement. Oui. Il y a peut-être aussi un jeu de connexion. C'est des choses qui ont été attestées par plusieurs documentaires, plusieurs caches investigations. Forbidden Stories ont enquêté sur les connexions entre les élites azerbaïdjanaises et des élites au sein de l'Union européenne, au sein du Parlement européen, en France également. Et c'est des choses qui ont été complètement prouvées. Donc il y a peut-être un jeu de relations et de compromission. Ouais. Alors venons-en au jeu des puissances dans cette région. Commençons par la Russie. La Russie avait une force d'interposition de 2000 hommes depuis la guerre de 2020. Pourquoi elle a tourné le dos ? Pourquoi elle n'est pas intervenue, Vincent Duclercq ? Je pense qu'il s'est à mettre au compte, je veux dire, de la révolution de velours de 2018 qui a amené l'actuel Premier ministre Pachinian à prendre effectivement les destinées avec d'Arménie. C'est au fond l'équivalent de ce qui s'était passé en Ukraine, l'Ukraine revendiquant la démocratie. Je veux dire, c'est intolérable pour Vladimir Poutine. Donc, il n'a pas réagi comme avec l'Ukraine. Bon, c'est vrai aussi que l'Arménie n'a pas demandé l'adhésion à l'Union européenne. Il y a des voix qui aujourd'hui demandent à l'Union européenne de faire adhérer l'Arménie pour la protéger. Mais c'est certain que voilà, cette provocation ressentie par Vladimir Poutine d'avoir de démocratiser c'est insupportable. Je pense aussi que Vladimir Poutine a bien compris aussi que l'Azerbaïdjan et la Turquie étaient quand même des puissances régionales extrêmement importantes, surtout dans un contexte où la Russie fait la guerre en Ukraine et donc mobilise beaucoup de moyens. Et on voit bien effectivement que le choix a été fait donc de s'aligner sur l'Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, si l'on considère, et c'est effectivement la lecture
d'un certain nombre d'historiens, dont moi-même, qu'on est là dans la continuation du génocide. Ça veut dire quand même que la Russie se rend complice de ce qui se passe actuellement. Donc il faut aussi le peser. Et que, bien sûr, les condamnations internationales, le jeu de la justice, tout ça, ça ne fait pas bouger un dictateur. Bien que, et du reste, peut-être l'une des dernières raisons donc de la volonté de la Russie de faire plier l'Arménie, c'est que l'Arménie a décidé d'adhérer à la CPI. Or, Vladimir Poutine est donc poursuivi devant la Cour pénale internationale. Donc c'est tous des éléments qui montrent quand même que malgré tout, le régime arménien n'est pas complètement abattu. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quand même une volonté de résistance, mais pas par les armes, par effectivement la diplomatie, par le parler vrai aussi. Oui. Patrick Saint-Paul, la guerre en Ukraine, évidemment, est une diversion majeure pour Moscou. Est-ce que le rapprochement esquissé par Pachinian avec l'Ouest, les manœuvres qu'il y a eu quelques jours même avant l'offensive, des très, très petits nombres de soldats entre les Américains et les Arméniens, pour Poutine, c'est une provocation, tout ça ? Évidemment, Poutine, tout le monde sait qu'il était furieux de ces manœuvres et qu'il a protesté auprès de Pachinian. Il faut dire que c'est 175 soldats arméniens et 85 soldats américains, donc c'est vraiment c'était des entraînements avec les forces spéciales, en fait, mais bon, qui n'étaient pas très... Mais ça suffit. C'était la valeur symbolique qui suffisait. Et c'est vrai qu'après 2018, quand Pachinian est arrivé au pouvoir, il a donné des gages en disant qu'il préserverait son alliance avec Moscou, etc. Mais il est vrai que depuis 2020, donc après 2020, il y avait eu ces achats de matériel pour 700 millions de dollars achetés par Pachinian à Poutine et qui n'a jamais été livré. Alors Poutine n'a jamais donné la raison. Il s'abrite derrière la guerre en Ukraine. On a besoin de ces matériels pour l'Ukraine, mais on voit aussi qu'il y a un jeu de punition. Et c'est vrai que tous les régimes démocratiques qui essaient d'exister aux portes du monde russe, Poutine fait tout pour les abattre. C'est-à-dire que s'il y a un régime démocratique aux portes du monde russe, ce régime-là doit échouer. Et pour lui, il fait toujours le parallèle entre démocratie et sécurité. C'est-à-dire que si vous avez la démocratie, la sécurité n'est plus garantie. C'est ce qu'il essaie de montrer aux Russes, et c'est ce qu'il a fait aussi qu'il démontre chez les en Arménie, chez ses voisins. Elisabeth Pierson, venons-en à d'autres acteurs de la région, Israël, qui a une alliance avec l'Azerbaïdjan. Oui, effectivement, et qui pose ses drones. Improbable. Pays chiite, il faut bien le dire. Improbable, effectivement, mais quand on regarde la carte qu'on a vue tout à l'heure, le Nakhichevan a une position extrêmement stratégique pour Israël, pour espionner, pour mettre ses drones d'espionnage avec l'Iran. Éventuellement même s'en servir comme rampe de lancement Exactement. en cas en fait, l'Iran est juste au sud. d'attaque sur l'Iran. Donc on se retrouve dans une région du monde où des chiites azerbaïdjanais sont alliés avec Israël, mais les Iraniens chiites sont alliés avec les Arméniens. Et les sunnites turcs sont alliés avec les chiites azerbaïdjanais. M'expliquez ça, Anna Leïloï. Déjà, les relations arméno-iraniennes, c'est une longue histoire. C'est-à-dire, c'est pas maintenant que ces relations sont faites. On a une très très longue histoire qu'on a passée ensemble. Donc déjà ça. Et deuxièmement, donc les Iraniens, sont des alliés de l'Arménie. Donc parce que culturellement, etc. Tout ça, c'est une... Est-ce qu'il y a une minorité arménienne en Iran ? Il y a beaucoup d'Arméniens qui vivent actuellement en Iran. Et qui ne sont pas maltraités ? Non, pas du tout. Pas du tout. Okay. Les Arméniens ont été déplacés en Iran actuel, donc en Perse, par Shah Abbas, au début du XVIIe siècle, donc en 1603, entre 1606. C'était un déplacement forcé, mais ils ont eu une autorisation de vivre et œuvrer dans le pays assez librement. Donc, il ne faut pas oublier que tout le corps diplomatique de Shah Abbas, c'était des Arméniens. Oui. Les marchands, ils avaient des titres, donc c'est une minorité qui a des droits. C'est une minorité qui a des droits et qui a des privilèges. Et il a aussi la possibilité de pratiquer sa religion sans aucune difficulté. C'est-à-dire, c'est des relations quand même assez intéressantes. Et après l'indépendance de l'Arménie, donc, vous voyez, après la chute de l'Union soviétique, ces relations sont renforcées avec la République islamique de l'Iran. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, concernant les monuments, vous savez, nous, les Arméniens, on a pris la part de sauvegarder tous les monuments iraniens persans, ça veut dire
sur le territoire de l'Arménie et vice-versa, tous les monuments arméniens sont extrêmement bien gardés et sauvegardés en Iran. D'accord. Et ce sont des monuments chrétiens, il ne faut pas oublier. Oui, oui. Vincent Duclerc, vous vouliez intervenir? Oui, simplement pour rappeler que l'Iran, comme allié des Arméniens, c'est quand même au fond assez relatif dans la mesure où en 2020, au moment où l'Arménie commençait à perdre pied militairement, tout le monde se disait, bon, l'Iran va montrer effectivement sa puissance pour dire à l'Azerbaïdjan, stop, c'est terminé. Pas du tout. Donc, je pense que l'Iran a un agenda très précis et n'a absolument rien fait pour soutenir les Arméniens en 2020, ni maintenant. Mais donc, par contre, il serait très fâché de voir le corridor de Zangezur tomber aux mains des Azéris. Oui, mais c'est leur propre intérêt. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt géopolitique et finalement, les dictatures comme l'Iran ne se préoccupent pas du sort des Arméniens, se préoccupent simplement effectivement, de leur sécurité. Et comme il y a un conflit très net entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, parce que l'Azerbaïdjan, en fait, revendique une partie de l'Iran. Oui, et l'Azerbaïdjan iranien, donc tout à fait. C'est-à-dire il y a ça aussi, il y a aussi un autre terrain d'entente entre les Arméniens et les Iraniens. Et ça pourrait être aussi un point assez important pour que l'Iran aide l'Arménie, parce qu'eux, ils ont aussi le problème avec l'Azerbaïdjan. Oui, mais terrain d'entente ne veut pas dire alliance. Franchement, il y a aussi un problème politique, c'est-à-dire que le régime iranien en face de Pachinian, qui a quand même bien démocratisé l'Arménie, ça passe pas non plus. Ouais, donc... C'est un allié encombrant un peu. C'est vrai, je me souviens d'un diplomate arménien qui me disait, au moment de la grande rébellion après la mort de Mahsa Amini là, en Iran, où il y avait beaucoup de manifestations dans les rues de Téhéran, et on avait cru un moment, éventuellement, avoir tremblé le régime des mollahs. Et un diplomate arménien me disait, nous, on aimerait bien que ça aboutisse, parce que ça arrangerait beaucoup de choses pour nous. Bien sûr. Alors, venons-en au grand marionnettiste régional, la Turquie. Quand vous dites qu'on est dans la continuation d'un processus génocidaire, quelle est la posture justement de la Turquie d'aujourd'hui, du président Erdogan vis-à-vis de la question arménienne? Alors, le président Erdogan, vous savez, on sait, est arrivé effectivement au pouvoir donc avec l'idée d'une grande libéralisation. Il a utilisé du reste les demandes de l'Europe pour surtout se débarrasser de ses ennemis, en particulier l'armée. Et petit à petit, eh bien, l'étau s'est resserré sur les Arméniens de Turquie, qui sont peu nombreux. Il faut rappeler quand même l'assassinat du journaliste Hrant Dink. Anna Leyloyan, pour les Arméniens, les Turcs ou les Azerbaïdjanais, c'est pareil, vous les appelez les Turcs d'ailleurs. Oui, les Azerbaïdjanais, on les appelle les Tatars ou les Turcs, mais c'est exactement le même peuple pour nous. Et c'est le poids de l'histoire, ça aussi ou... C'est le poids de l'histoire, c'est aussi, il ne faut pas oublier, le génocide de 1915 dans l'Empire ottoman. Et pour les Arméniens, ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est la continuité du génocide de 1915. C'est-à-dire, ils sont en train de vivre un génocide, et donc tous les Arméniens voient une continuité dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et exactement les mêmes processus, l'exode, les massacres, l'effacement de la présence arménienne, de la culture arménienne, etc. Et l'alliance entre le président Aliyev et le président Erdogan est avérée. Ils se consultent. Tout à fait. Les Azerbaïdjanais reçoivent des armes de la Turquie, etc. Mais eux-mêmes, ils disent que c'est deux pays, un État. C'est leur parole. Et le but d'Erdogan, Patrick Saint-Paul, c'est d'avoir aussi cette continuité territoriale entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Il y a un rêve pan-turc qui anime Erdogan depuis toujours. Et d'ailleurs, on a vu que quelques jours après la défaite, il est allé en visite avec Aliyev dans la fameuse enclave pour réclamer ce corridor. Et c'est pas seulement les armes turques. Depuis 2020, 70% des armes livrées à l'Azerbaïdjan viennent d'Israël. En fait, c'est eux le principal fournisseur. Donc il y a quand même cette alliance des deux côtés avec la Turquie, mais aussi avec Israël. Alors venons-en au rôle de la France. Enfin, les Occidentaux ne sont pas très audibles sur cette question arménienne ces temps-ci. La France a une responsabilité particulière dans cette affaire parce qu'il y a une immense communauté exilée d'Arméniens en France, enfin qui sont de Français d'origine arménienne.
400 000 personnes, Elisabeth Pierson? Peut-être que la France n'a pas une responsabilité particulière, elle a une histoire particulière avec l'Arménie, c'est certain. Est-ce qu'on peut parler de responsabilité? Dans tous les cas, beaucoup de voix en France se lèvent pour les Arméniens. Oui. C'est vrai, on sent cette amitié encore très présente, qui date peut-être du paroxysme du génocide en 1915, où énormément d'Arméniens ont fui et sont arrivés à Marseille. Et ont mis du temps à s'intégrer, et puis petit à petit, ils forment aujourd'hui ce qui est la diaspora arménienne, qui est très active, qui essaie de sensibiliser à la cause arménienne. En revanche, Emmanuel Macron, il me semble, ne pourra rien faire sans les Européens. En fait, aujourd'hui, c'est terminé le temps où un pays seul va à la rescousse d'un autre pays. Avant de venir à Emmanuel Macron, l'histoire entre la France et l'Arménie, en fait, est très très ancienne. On a publié sur le site du Figaro un long papier historique de Guillaume Perrault qui montre que déjà au tout début du XVIIe siècle, et même avant, il y a une proximité intellectuelle, affective, culturelle. Et n'oublions pas que le dernier roi de l'Arménie silicien était un Français, Lusignan. Oui. Donc, c'est-à-dire, il y a un roi arménien enterré à Saint-Denis. Exactement, c'est le roi Lusignan qui est français. Donc, c'est-à-dire les relations arméno-franco-arméniennes. Est-ce que vous êtes déçu quand vous voyez que le président Macron a reçu beaucoup de représentants de la communauté arménienne et d'intellectuels français, notamment dans les semaines qui ont précédé l'attaque de l'Azerbaïdjan? Ils l'ont poussé à se rendre sur place pour faire un geste politique fort. Il n'est pas allé. Qu'est-ce que ça vous inspire? Déçu, je ne sais pas, mais je sais que la France a une position quand même qui est rare, parce qu'on a très peu d'amis sur cet échiquier du monde, donc on a vraiment très peu d'amis. Et la France a une position quand même assez importante. Mais il y a quand même les actions de manque. Les gens, ils se sentent trahis. Je ne parle pas de moi, je parle des artsarchiotes et des gens d'Arménie qui trahis par la communauté internationale en général, par la communauté internationale. Et ils trouvent que la France ne fait pas suffisamment pour faire réveiller aussi cette communauté internationale. C'est-à-dire, ils ont vraiment besoin de la France pour que la communauté internationale se réveille aussi. Oui. Patrick Saint-Paul, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, va mardi, demain, à Yerevan. C'est trop tard, trop peu C'est trop tard, c'est trop tard et trop peu. Elle aurait dû y aller plus tôt pendant le conflit. Alors, elle pouvait très bien aller à Yerevan. Là, ça arrive vraiment à la fin quasiment de l'histoire. Et puis, on comprend pas tellement bien ses prises de position. C'est-à-dire qu'elle fait porter le chapeau, en quelque sorte, à la Russie en disant que c'est la Russie qui a abandonné l'Arménie, mais ce qui était tout à fait prévisible et dans le jeu. Et c'est étonnant qu'elle s'en surprenne et qu'elle s'en offusque. On dirait qu'elle est un peu en décalage par rapport à la situation réelle. Et l'autre chose, c'est qu'elle a annoncé l'ouverture d'un consulat dans la fameuse région du Syunik, donc la région revendiquée. La région du Sud. Et on ne voit pas, en dehors de la portée symbolique de cette annonce, on ne voit pas en quoi ça peut protéger cette région. On voit l'ambassade de France à Kiev, l'ambassadeur est parti alors que les Russes étaient à 20 km du centre-ville. Donc on se doute que quand les troupes azéries vont approcher, le consul, s'il a eu le temps de s'installer, sera le premier à partir. C'est de la diplomatie à l'ancienne. Hein. Voilà. On installe un consulat qui est censé faire rempart aux hordes azerbaïdjanaises. Vous y croyez Pas trop. Pas trop. Malheureusement, pas trop. Mais je pense que c'est vrai que c'est tard. Cette action est prise un petit peu en retard, mais c'est jamais définitivement tard. C'est-à-dire, on peut toujours essayer de faire des choses, surtout que maintenant, il y a une situation de crise, même en Arménie. C'est-à-dire, il y a tous ces réfugiés. Vous vous imaginez, en espace de 3 ou 4 jours, on a 100 000 personnes qui arrivent comme réfugiés dans un pays où il y a large maximum 3 millions d'habitants. Ce qui veut dire qu'en ingérable. Au-delà de l'aide politique qui ne vient pas, il faut déjà une aide humanitaire immédiate. Il faut le tout. Il faut absolument tout. L'administration Biden est arrivée il y a une semaine déjà pour venir en aide aux Arméniens, voir la situation des réfugiés. C'est la patronne de l'USAID qui est arrivée et qui a fait un état des lieux, qui a apporté son soutien aux Arméniens. Où étaient les Français Où étaient les Français? C'est la question pour notre prochaine émission. Je vous remercie beaucoup tous les 4 d'y avoir participé. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.